M. Kabila n'est pas propriétaire de la République démocratique du Congo. Nous sommes 100 millions de Congolais et nous devons faire ce qui est bien dans l'intérêt du peuple congolais. M. Kabila a géré ce pays-là comme une parcelle qui appartenait donc à son père pendant 18 ans. Et il nous a causé beaucoup de torts. Nous sommes classés littéralement l'un des pays les moins développés de la planète, avec 85% de la population au chômage. Il n'y a pas d'infrastructure de base. Il y a moins de 10% de la population ayant accès à l'eau potable, à l'électricité. La gouvernance est tellement mauvaise que nous sommes les champions de la corruption, de la prédation des ressources naturelles, détournement des fonds publics. Tout ça, c'est l'héritage de ce que Kabila nous a légué. Et nous voulons continuer encore avec ça. Je donne l'exemple. Avant même l'arrivée de Kabila, vous vous rappelez, on a eu le maréchal Mobutu qui disait objectif 80, oui, première place. Bonjour messieurs, bonjour les dames, bonjour à vous tous qui sont branchés, connectés à Vision Plus Télévision. On a vu que vous avez déjà les bossos, il y a la télévision, place nous sommes na mokili mobimba. Toye en face nabino pour nous expliquer Koloba. Koyokisa, Makamunyo, c'est la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo, c'est le pays de tous les Congolais. Il y a Yambolelo Toyambi, Mwanamboka, Noël Tchani, Azalaki Bongo, candidat président dans l'élection 2018. Toko Solo na Makamboel, Tali République démocratique du Congo, pour il y a Zamoko Yabai Oyo, Bazana souci pour Mokike Liboso. Mbote Mwanamboka. Mbote, Komboranga Eza, Dr Noël Tchani, moi Vita. Moi, je suis encore authentique et je voudrais conserver mon authenticité congolaise. Je vu que le bureau m'a rappelé une histoire pour une fois quand on présenté un projet de société au la carte il y a République d'Isaïr au bâtiment sous bazar Angoté. Oui, mais c'est vrai. Donc moi, je suis un véritable Congolais avec des origines congolaises. Donc je peux vous montrer la carte que j'avais, la carte d'élève. Oui, oui. Quand j'étais au collège Saint-Georges en Ganajika, j'ai la carte pour citoyen qui montre que l'identité, mon identité, c'est l'identité des Congolais qui ont vécu ici donc, pendant la période de Mobutu. Et j'ai mes passeports, les passeports de la République du Zaïre, les passeports de la République démocratique du Congo. J'ai toute une série de documents qui montrent mon attachement à la République démocratique du Congo. Et comme je vous avais dit, j'ai même le billet d'avion qui m'était payé par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour aller étudier à l'étranger. Donc un billet d'Air Zaïre. Donc je conserve ces choses-là et je voudrais voir un jour si quelqu'un soulève son petit doigt pour me dire d'où je viens, je vais lui montrer ça et je vais lui demander de montrer aussi la même chose pour prouver qu'il est Congolais. Vous, comme vous l'entendez, il parle des choses vraies. Le gars là, vivant dans Mboko, Oyopo, Azamouan Mboka, Bino Boyobino, China Bank Mondial, na FMI. Na ebi ke bato bile bakanisa ya azaka mutumo wa botami na poto akoli na poto njoki avant kuma kuna kosala na ba institution bino boyebeli wana abandande awa mwana mboka to ebi ke oza muto sali ebeli na mukilo oyo o bato mususu bazo reconnaître yango te. Nous voulons juste au pesa biso au briefer biso nanu carrière na muke pour na ba téléspectateurs na biso pour ba Noël Tchani en dehors ya ba études na ya sali na ba grandes universités na monde au sala na ba institution ya minene to lingo pesa biso mo briefing muke pour tokota na émission na biso na sentiment ebele. Oui, vous savez, comme je vous ai dit, j'étais parti d'ici comme un petit garçon qui allait étudier à l'étranger, envoyé par le gouvernement du Zaïre. J'ai étudié en Belgique, en France et aux États-Unis jusqu'à avoir mon doctorat à l'université de Paris 9 Dauphine en France. Après avoir terminé le doctorat, je suis allé aux États-Unis, j'ai fini mon MBA, j'ai fait les études postdoctorales à Harvard, à l'université de Harvard, dans le domaine de leadership et de management. Très bien. Et après avoir terminé toutes les études, j'ai commencé à travailler d'abord comme banquier commercial et banquier d'investissement dans le Wall Street à New York. J'ai fait 10 ans de Wall Street. J'ai travaillé dans 3 banques. À la Republic National Bank of New York, qui est devenue aujourd'hui Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSBC. J'ai travaillé à la Citibank. J'ai travaillé à la JP Morgan Chase. JP Morgan Chase, c'est la plus grande banque du monde aujourd'hui. Après avoir passé 10 années de ces banques-là où je couvrais non seulement les pays d'Afrique, mais l'Amérique latine, mais également les Caraïbes, j'ai été recruté par la Banque mondiale. Je suis allé à la Banque mondiale à Washington et j'ai fait un total de 30 ans à la Banque mondiale.
J'ai travaillé sur 85 pays différents sur les 5 continents. Très bien. Et voilà donc mon expertise. Aujourd'hui, en tant que grand politicien, et histoire de franc-congolais pour tout expliquer aux téléspectateurs pour vous impliquer dans l'histoire franc-congolais. Oui, pendant que j'étudiais, je faisais ma thèse de doctorat à l'Université de Paris 9 Dauphine. Et j'avais fait la thèse sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte de l'impact sur la politique monétaire en faisant une application à la République démocratique du Congo, donc sur la Banque centrale du Congo. Et j'étais appelé par le président Mzee Laurent Désiré Kabila en 1997, lorsqu'il venait d'arriver à Kinshasa, pour venir aider à réorganiser la monnaie congolaise. Et comme vous savez, lorsque le maréchal Mobutu partait d'ici, la monnaie était désarticulée. On avait les zaïres-monnaies, mais il y avait 4 zones monétaires. Il y a des parties de la RDC qui utilisaient l'ancien Zaïre, l'autre qui utilisait les nouveaux Zaïre. Il y a des parties de la RDC qui utilisaient les billets de 5 millions de Zaïre et d'autres qui refusaient. Donc il y avait 4 zones monétaires. Il fallait unifier tout cela. Nous avons, moi et d'autres compatriotes, regroupés au sein de ce qu'on a appelé le comité de réforme de la monnaie. J'ai co-présidé cette commission-là aux côtés de l'ancien vice-gouverneur de la Banque centrale, M. Kikata. Nous avons conçu le franc congolais et c'est moi qui ai annoncé la conception réussie du franc congolais au sein de l'hôtel de monnaie à Kinshasa, devant la presse locale, la presse internationale, et qui avait annoncé aussi la sélection des firmes comme Kezegien, Devrind pour pouvoir imprimer la nouvelle monnaie. J'avais annoncé la décomposition des différents billets de banque, donc de 1 franc congolais jusqu'à 100 francs congolais. Le plus grand billet qu'on avait conçu était 100 francs congolais. L'idée était de concevoir une monnaie qui allait être proche du dollar. Donc un franc congolais était l'équivalent de... Qui n'existe plus chez nous, un franc congolais, qu'on ne voit plus dans les marchés. Oui, donc un franc congolais était égal à 72 cents d'un dollar américain. Oui. Et on a conçu la monnaie, on a lancé la monnaie. Maintenant, ma contribution, surtout au-delà de l'aspect de co-présider la commission de réforme de la monnaie, ma contribution était de recommander au chef de l'État et d'expliquer au chef de l'État, Mzee Laurent Désiré Kabila, qu'il ne fallait pas mettre ses photos sur les billets des banques. Très bien. Et on a eu une grande bataille là-dessus parce que lui, il voyait les Zaïres, Mobutu était partout sur les Zaïres et il voulait faire une monnaie égale aux Zaïres, mais qui s'appelait franc congolais. Je lui ai dit, si on fait la même chose, on n'est pas sorti de l'auberge. Nous sommes pressés aujourd'hui pour remplacer les Zaïre-monnaies. Pourquoi? Parce que lui-même, Kabila, ne voulait pas voir la monnaie portant les effigies de son prédécesseur qui n'était plus au pouvoir. Je lui ai dit, je ne vous souhaite pas du mal, mais si on fait cette monnaie et quelques temps après, vous n'êtes plus au pouvoir, nous serons obligés de refaire le même exercice en tant que pays, à remplacer les billets de banque rapidement parce que vous n'êtes plus au pouvoir et votre successeur ne voudra peut-être pas garder votre monnaie. Donc il avait compris, c'est comme ça que nous avons le franc congolais jusqu'aujourd'hui qui n'a pas les effigies du chef de l'État en poste. Et je crois que cette tradition a été introduite au Congo, on ne reviendra plus jamais dessus. Et chaque fois qu'il y aura un chef d'État qui va tenter de mettre ses photos sur les billets des banques, la population va s'y opposer parce que nous avons cultivé, nous avons monté la population contre cette pratique-là. C'est vraiment, vous avez entendu ce qu'il nous a expliqué comment l'innovation défend des Congolais, comment là nous sommes maintenant avec le franc congolais, même si les taux de franc congolais maintenant c'est à 200 000, 20, mais qu'est-ce qui fait que le dollar est matin, aujourd'hui on voit les taux. Je ne sais pas si vous êtes quand même les docteurs en économie, vous pouvez nous expliquer pourquoi les dollars chaque fois ça monte, mais il n'y a pas cet abaissement-là des dollars. Nous voulons juste avoir des informations claires par rapport à cet échange-là de monnaie. Oui, nous avons introduit le franc congolais le 13 juin 1998. Et quand on a introduit le franc congolais, on l'a mis en circulation. Un franc congolais, je vous disais, était l'équivalent de 0,72 dollars. Donc un franc congolais est égal à 72 cents d'un dollar. En inversant, on dit 1 dollar est égal à 1,3 francs congolais. Sur une période de 22 ans, aujourd'hui, la monnaie s'est dépréciée de près de
150 000%. C'est-à-dire qu'un franc congolais égale à 0,5 d'un dollar. Donc le franc congolais achète 0 $ en réalité. Mais le dollar, si vous avez un dollar, vous voulez avoir les francs congolais, vous devez donner 2000 francs congolais. 2000 francs congolais. Ça veut dire une dépréciation de près de 150 000% sur une période donc de 22 ans. C'est un échec latent. Alors, qu'est-ce qui a fait que la monnaie a perdu des valeurs comme ça? Il y a une combinaison de facteurs. Le premier facteur, c'est l'instabilité politique. Une monnaie n'aime pas ce que j'appelle les bruits de bottes. Quand il y a l'insécurité, le gouvernement, la plupart du temps, est détourné de la gestion économique normale pour prendre toutes les ressources et les mettre à la disposition de l'armée, de la police pour faire la guerre. Les dépenses de guerre deviennent plus importantes que les dépenses de reconstruction économique. Donc notre pays n'a pas eu cette possibilité-là de se concentrer sur la gestion économique. Deuxième élément, c'est qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas eu une bonne politique économique et une bonne politique budgétaire. Depuis le gouvernement de l'ancien, le gouvernement de Kabila. Tous les gouvernements, depuis Kabila père jusqu'à Kabila fils. Donc ils n'ont pas eu une bonne politique économique et budgétaire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des politiques qui créent un bon environnement des affaires, qui attirent des investissements tant des Congolais que des étrangers, on a eu des politiques économiques en dents de scie, c'est-à-dire on dit une chose et on fait le contraire. Je donne l'exemple, avant même l'arrivée de Kabila, vous vous rappelez, on a eu le maréchal Mobutu qui disait objectif 80, oui, première place, deuxième place, oui, mais troisième place, non. Il voulait dire nous allons être un pays développé, on va occuper la première place sur la scène internationale. Mais maintenant, vous avez cette vision-là. Et dans la pratique, maintenant, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Il commence à nationaliser les entreprises étrangères, la zarianisation. Cette politique était contraire à la vision qu'il avait de faire du Congo un grand pays. Donc, on dit une chose et on fait le contraire. Kabila père arrive au pouvoir. Il dit sa politique à lui, c'est l'économie sociale du marché. Il veut mettre l'accent sur le marché. D'un côté, les marchés, le secteur privé, et de l'autre côté, il veut mettre l'accent sur le social des Congolais. Très bien. Mais dans le domaine du social des Congolais, il n'a jamais construit des logements sociaux, il n'a jamais eu une politique sociale claire où les Congolais avaient un pouvoir d'achat garanti. Donc, on dit une chose et on fait le contraire. Mais Mouzé avait créé quoi, comment, service national, ça nous a vraiment aidé dans les temps. Je ne sais pas si vous... Ce sont des choses éphémères. Ce que je dis ici, qu'un pays se développe dans la durée. Quand vous regardez un pays comme les États-Unis d'Amérique, vous pouvez avoir les démocrates ou les républicains au pouvoir, mais vous regardez leur politique, ça ne change pas la façon dont la société est structurée et fonctionne. Vous trouverez que tout le monde respecte la discipline du marché. Très bien. Tout le monde soutient la politique d'octroi de crédits hypothécaires à la population. Tout le monde a fait en sorte que les marchés sont toujours remplis de biens de consommation, de biens d'équipement et consorts. Il n'y a pas une grande différence quand il y a un démocrate ou un républicain qui arrive au pouvoir. Chez nous, ici, on parle donc de service social, service national, mais aussitôt que ce chef d'État qui parle de ça n'est plus là-bas, on oublie ça. On avait oublié le service national, on vient de relancer actuellement ça avec un général, là, je crois, qui dirige... Ouais, il était avec Mouzé. Oui, donc on vient de relancer ça maintenant. Donc il n'y a pas eu constance dans la politique du pays, dans la vision du pays. Donc, combinaison de manque de discipline, de politique économique cohérente, et surtout la politique budgétaire, c'est-à-dire que le gouvernement s'est donné à la politique de dépenser trop d'argent que ce qu'il avait dans la caisse. Il y a toujours des déficits budgétaires énormes dans notre pays, et ces déficits budgétaires sont financés comment? On les finance en faisant pression sur la Banque centrale pour qu'elle allume sa machine qu'on appelle la planche à billets, imprimer des francs congolais en grand nombre qui ne sont pas soutenus par la production et qui ne sont pas soutenus par les niveaux de réserve suffisants. Conséquence, il y a toujours dépréciation monétaire. Et maintenant, au niveau de la Banque centrale, le problème, c'est que la Banque centrale n'arrive pas à faire respecter son indépendance. Je m'explique. Vous avez suivi le procès de M. Kamere. Oui. M. Kamere prend le téléphone, appelle le ministre des Finances et lui dit « Vous devez payer 57 millions de dollars à M. Djamal. 57 millions de dollars qui ne sont même pas soutenus par un contrat en bonne et due forme approuvé par
la direction générale des marchés publics. Quand il appelle le gouverneur de la Banque centrale, il lui dit bon, on n'a pas d'argent donc dans la caisse, et Vital Kamerhe lui dit vous devez payer et vous devez même utiliser les réserves d'échange. Et le gouverneur aurait dû dire non. Au nom de l'indépendance de la banque, je ne peux pas payer des factures si je n'ai pas d'argent. Mais en utilisant des réserves d'échange, ce sont des réserves stratégiques qu'on n'utilise pas n'importe comment. Ça a démontré que la Banque centrale n'a pas la capacité de dire non aux politiciens. Or, moi, quand j'étudiais donc à New York, j'ai connu un de mes professeurs, Paul Volcker, qui était le gouverneur de la Banque centrale américaine. Il nous avait appris quelque chose que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Une banque centrale n'est bonne que lorsqu'elle est à mesure de dire non aux politiciens. Si vous n'êtes pas à mesure de dire non aux politiciens, oubliez, vous n'êtes pas une banque centrale. Mais c'est les politiques qui nomment ces gens-là. Chez nous, ici en Afrique, c'est le contraire avec les Américains. Je ne sais pas si... Si en Afrique, vous voulez faire la banque centrale soumise au même principe que d'autres pays, et vous voulez réaliser des monnaies qui soient crédibles que le dollar et l'euro, vous devez respecter les mêmes règles que ces gens-là respectent. Si vous ne respectez pas ces règles-là, autant aller vivre sur votre propre continent qu'on appelle l'Afrique, qui ne suit aucune règle, et en ce moment-là, vous avez des monnaies de singes. Expliquer ce qui s'est passé et ce qui s'est passé autour de dollars et matières, c'est vraiment question d'actualité. Parlons du remplacement des membres de la CENI, et aussi la polémique au sein, il y a politique Nabiso, il y a même l'Assemblée nationale sur Chambre basse qui a validé le PV au Banoumaki, au Bavotaki, remplaçant il y a Corneille Nangaa na CENI, et aussi la polémique que vous êtes politique et vous étiez aussi candidat président. Point de vue par rapport à la validation de la PV, il y a candidat à l'église catholique, à l'église protestante, contestati, mais lobby, tout le monde dans la chambre basse va valider la PV. Vous étiez aussi candidat président. Point de vue par rapport à l'Union sans isolé. Oui, et je suis en train de suivre ces choses-là de près. Je sais que les confessions religieuses s'étaient réunies, toutes les confessions religieuses, elles s'étaient réunies et chacun des leaders de confessions religieuses avait amené son candidat. Il y a les gens du FCC qui avaient présenté quelqu'un qui est un cadre de la CENI qu'on appelle Ronsard Malonda. Et ce monsieur avait travaillé avec M. Nangaa. On lui reproche du fait qu'il faisait partie d'une CENI qui avait organisé la fraude électorale de 2018. Maintenant, les autres confessions religieuses particulièrement, et il était soutenu par les petites confessions religieuses, et vous savez comment les choses se passent dans notre pays. Distribution d'un peu de cash, les gens soutiennent un candidat quelconque. Les petites confessions religieuses, les églises de réveil et consorts ont soutenu ce candidat-là, moyennant une certaine motivation, bien sûr. Maintenant, l'Église catholique, qui avait amené son propre candidat à travers le cardinal Ambongo, a refusé ce candidat présenté par le FCC, soutenu par les autres confessions religieuses. Il était les confessions religieuses les Kimbanguistes et tout ce monde-là, oui. Maintenant, l'Église du Christ au Congo, représentée par le président Bakondo, a aussi présenté son candidat. Donc, il y avait plusieurs candidats, mais l'Église catholique et l'Église protestante se sont mises ensemble pour rejeter en bloc celui qui était présenté par les autres petites églises soutenues par le FCC. Ils sont sortis de la salle. Ils ne se sont pas mis d'accord. Les autres sont restés, écrire un rapport, vite, présenter ça au Parlement. Le Parlement contrôlé par qui? Par le FCC. Janine Mabunda organise une session hier. On dit qu'on a entériné la désignation de M. Ronsard Malonda comme futur président donc, de la CENI. Moi, je voudrais que le peuple congolais soit très conscient d'un certain nombre d'enjeux. Le président de la CENI va déterminer la façon dont les prochaines élections vont être organisées. Nous avons connu des élections chaotiques en 2018. Il n'est pas question que nous puissions accepter quelqu'un qui faisait partie de cette équipe-là et qui avait organisé la fraude électorale et qui va s'imposer sur nous aujourd'hui pour qu'en 2023, on ait encore une autre fraude électorale massive comme celle que nous avons connue. Je voudrais demander à tout le monde de se mettre prêt. Il y aura un mot d'ordre et nous allons descendre dans les rues. Nous allons envahir l'Assemblée nationale.
Et nous allons rester en dehors, donc autour de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que l'Assemblée nationale soit dissoute. On ne va pas quitter de là. Vous voulez encore qu'on dissoute l'Assemblée nationale? J'arrive. Je veux qu'on dissolve l'Assemblée nationale parce qu'elle est issue de la fraude et vous voyez la présidente de l'Assemblée nationale qui est issue donc de ce système frauduleux-là. Vous voyez comment il se comporte. Elle aurait dû attendre pour qu'on puisse trouver une solution à l'amiable. C'est-à-dire, les catholiques et les protestants n'acceptent pas ce candidat. Même la société civile. Et la société a validé ce rapport-là. Elle est pressée parce qu'elle est sous pression de la famille politique à laquelle elle appartient. Nous allons par conséquent ne plus reconnaître cette Assemblée nationale. Nous allons demander à la population congolaise d'envahir le palais de la nation, pas le palais de la nation, le palais du peuple, de rester autour du palais du peuple jusqu'à ce que le président de la République soit forcé de dissoudre cette Assemblée nationale pour que nous puissions maintenant faire des réformes qu'il faut afin d'organiser des élections dans de bonnes conditions. On ne peut pas continuer à être dans un pays où il y a certains individus, les gens du FCC, qui pensent qu'ils ont droit de faire n'importe quoi et nous autres, nous devons nous soumettre. Il le fait au nom de M. Kabila, qui est l'allié du chef de l'État. C'est pour cela, je ne sais pas. Quelle est votre question? Je dis, les gens du FCC, ils sont en train de le faire au nom de M. Kabila, qui est qui est l'allié du président de la République. Je ne sais pas si vous avez quand même un commentaire à faire là-dessus. M. Kabila n'est pas propriétaire de la République démocratique du Congo. Nous sommes 100 millions de Congolais et nous devons faire ce qui est bien dans l'intérêt du peuple congolais. M. Kabila a géré ce pays-là comme une parcelle qui appartenait donc à son père pendant 18 ans. Et il nous a causé beaucoup de torts. Le Congo, aujourd'hui, ne se trouve nulle part. 60 ans après l'indépendance, vous savez quoi? Nous sommes classés littéralement l'un des pays les moins développés de la planète, avec 85% de la population au chômage. Il n'y a pas d'infrastructure de base. Il y a moins de 10% de la population ayant accès à l'eau potable, à l'électricité. La gouvernance est tellement mauvaise que nous sommes les champions de la corruption, de la prédation des ressources naturelles, détournement des fonds publics. Tout ça, c'est l'héritage de ce que Kabila nous a légué. Et nous voulons continuer encore avec ça. C'est ce que M. Kabila doit pouvoir nous respecter le peuple congolais sur le dos de qui il s'est enrichi scandaleusement. Nous n'allons plus accepter ça. Aujourd'hui, on parle de l'Assemblée nationale, le retrait, la loi Minaku Sakata qui parlait plus beaucoup sur la réforme de la justice. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale dit stop de revoir encore cette loi à la rentrée parlementaire de septembre. Je ne sais pas si Minaku, ils ont fait quel mécanisme parce qu'il y a eu des pressions de la population? Il y a la pression populaire. Vous avez vu qu'il y a ce qu'ils ont appelé les Wewa, mais moi j'appelle ça la population congolaise, qui est sortie, qui est allée au niveau de l'Assemblée nationale pour protester contre ces lois-là. Il y a toute la société civile est mobilisée contre ça. Nous tous, nous avons émis des avis contre ces lois-là. Donc, le ministre de la Justice était même obligé, c'est ça le comportement des gens du FCC, de faire des choses secrètement, d'envoyer donc des commentaires secrètement pour donner son avis que ces lois étaient acceptables alors que personne ne les accepte. Et le ministre a été même arrêté temporairement. Je ne sais pas si l'histoire est terminée ou pas. Donc, bref, ces lois n'ont pas l'adhésion populaire. Et l'Assemblée nationale, vous avez entendu le chef de l'État dans son discours à l'occasion du 60e anniversaire. Il s'est prononcé qu'il n'allait pas faire passer une loi quelconque ou promulguer une loi quelconque qui enlève l'indépendance de la justice et qui viole la Constitution et les lois de la République. Je crois que l'Assemblée nationale dirigée par la présidente FCC, Janine Mabunda, était obligée de reculer. Ils ont reculé, mais il y a un peu de fierté. Ils ont voulu tromper l'opinion en disant qu'on soutire ça de la session actuelle. On va mettre ça à la session de septembre avec l'idée que pendant cette période, Minaku et Sakata allaient passer le temps de convaincre la population. Mais moi, je voudrais vous dire une chose. Ils ne vont pas nous convaincre à faire quoi que ce soit. C'est nous, la population, qui allons les convaincre à abandonner leurs lois parce que ces lois-là sont anticonstitutionnelles. Elles veulent réduire l'indépendance de la magistrature, elles veulent réduire l'indépendance de la justice, et ce n'est pas du tout acceptable, ce ne sont pas des lois dans l'intérêt du pays. Parlons aujourd'hui de ce qui se passe à l'Est. On a vu des drapeaux mentionner la République de Kivu. Vous êtes Congolais? La balkanisation est prête ou je ne me trompe pas? Quelle est votre réaction
ou un point de vue par rapport à cet acte que nous avons mis tous hier sur les réseaux sociaux? Je voudrais dire que nous, en tant que Congolais, nous devons être des gens sérieux. Nous ne devons pas jouer avec du feu. Il n'est pas question que le Kivu puisse se scinder de la République démocratique du Congo. Et ces choses-là, pourquoi ça commence aujourd'hui? Parce qu'on a mis Vital Kamerhe en prison après l'avoir condamné pour corruption, prédation, détournement des fonds publics et conflit d'intérêts. Donc ce n'est pas une république ne fonctionne pas comme ça. Nous ne devons pas être un pays où on nous fait faire du chantage à cause d'un individu ou deux. Ceux qui font ces choses-là et qui soulèvent donc leurs doigts pour dire qu'ils veulent une république indépendante, on voudrait qu'ils sachent que déjà le Kivu, les Maniema, est construit avec les fonds publics. Quand Matata était au pouvoir, il a détourné tous les fonds de l'État pour aller construire donc le Kivu. Donc le Kivu en ce moment-là, c'était congolais. Et aujourd'hui, ils veulent dire qu'ils veulent être indépendants. Je voudrais demander aux autorités politiques, au président de la République, les gouvernements, à toutes les institutions de la République, de mobiliser tous les moyens nécessaires, y compris le déploiement de l'armée, de la police, des services de renseignement, pour mettre fin immédiatement à ces velléités de sécession-là. Donc, nous ne pouvons pas être un pays où, quand on bénéficie d'une situation, on est congolais, et le jour que... Quand on vole l'argent de l'État, le jour qu'on estime qu'on n'a plus cette possibilité de voler l'argent de l'État là pour construire chez soi, et en ce moment-là, on va faire la sécession, ce n'est pas du tout acceptable. Donc, je veux qu'on puisse réprimer immédiatement ces velléités de sécession-là, mettre fin à toute tentative de sécession d'un morceau du territoire donc au profit de qui que ce soit, et surtout ce sont des gens qui sont manipulés de l'extérieur. J'ai compris même qu'il y a au Kivu la présence de beaucoup de gens venus du Rwanda, et je voudrais que ces pays-là soient mis en garde. Ils ont de la chance parce qu'ils ont un président intelligent qui sape même du champagne avec eux pour soi-disant développer des relations diplomatiques avec eux. Mais il arrivera un moment où on aura des présidents qui voudraient voir les choses différemment. Si un pays voisin, séjour de la RDC, fait entrer son armée sur notre territoire national, si moi, Noël Tiang, je suis président de la République, on va non seulement chasser cette armée-là de notre territoire, mais on ne va pas s'arrêter aux frontières. On va entrer dans ce pays-là jusqu'à détruire sa capacité militaire. Et je voudrais que tous nos pays voisins puissent être avisés et qu'ils puissent nous respecter en tant que pays souverain et qui a des grandes ambitions pour son développement, mais également qui a aussi de l'honneur à défendre pour sa population. Qu'est-ce que vous reprochez au chef de l'État par rapport à l'alliance lui et Kabila, où jusque-là ça fait une année et demie, ça ne marche pas? La vie des Congolais, de temps en temps, ça descend, mais qu'est-ce que vous reprochez au chef de l'État? Parce que vous êtes un patriote congolais, vous parlez du Congo en tant que digne fils de ce pays. Vous savez, je vivais confortablement à Washington, j'avais de grandes fonctions, j'avais un gros salaire, je vivais très bien. J'ai quitté toutes ces affaires-là pour venir ici avec l'idée que nous allons développer la RDC au profit de tous. Ma motivation, c'est d'améliorer le niveau de vie de la population congolaise pour que notre peuple vive mieux que ce qu'il a connu jusqu'à présent. Vous avez suivi dans le discours du chef de l'État, il a reconnu un fait en 1960. Les Congolais avaient un PIB par habitant, le pouvoir d'achat de 1000 $. Aujourd'hui, nous avons un PIB par habitant d'environ 458 $. Donc le pouvoir d'achat des Congolais a diminué de 60% sur une période donc de 60 ans. Mon ambition, c'est d'inverser la tendance, de développer la RDC de façon exponentielle pour que dans les 15 prochaines années, nous puissions partir de 458 $ aujourd'hui, qu'on arrive à un PIB par habitant de 15 000 $ en 15 ans. C'est faisable pour que les Congolais puissent vivre mieux. Et qu'on arrive à une situation de plein emploi, c'est-à-dire où tout le monde qui est au chômage aujourd'hui trouve du travail et travaille en ce moment-là. 85% des chômeurs de la population active que nous avons au chômage, ils vont trouver du travail et on va les mettre donc à contribution pour le développement du pays. Maintenant, si le chef de l'État s'inscrit dans cette vision-là que moi j'ai pour le Congo, nous voyons les choses de la même façon. Si jusqu'à présent, donc, on n'a pas vu ça se réaliser, c'est que nous ne sommes peut-être pas à la même vitesse de compréhension des choses. Je l'invite à s'aligner sur la vision que j'ai, qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui ambitionne de transformer le Congo de ce pays très sous-développé, très pauvre, très endetté, avec la mauvaise gouvernance, à ce pays-là qui aura
qui sera un pays émergent en 15 ans avec un système de bonne gouvernance, avec un état de droit fonctionnel, avec des infrastructures de base construites partout et avec une économie articulée et fonctionnelle, diversifiée, couvrant les secteurs de l'agroalimentaire, le tourisme, mais également le secteur minier, le secteur des services. Donc, c'est ça la vision que moi j'ai pour les 15 prochaines années. Et je vous dis que c'est faisable. Pourquoi? Parce que en 1960, je vous informe qu'il y a eu des pays qui étaient au même niveau de développement que la RDC. La Corée du Sud ou la Chine était comparable donc à la RDC. Aujourd'hui, nous avons ces pays-là qui sont devenus des pays industrialisés. Et nous sommes devenus un pays encore très pauvre et très endetté en arrière. Je voudrais qu'on rattrape le retard en accélérant des réformes qu'il faut pour que le Congo devienne un pays fonctionnel, pour que dans 15 ans, quand nous ferons le bilan en 15 ans, qu'on ne puisse pas être comme aujourd'hui où on dit nous sommes dans une situation catastrophique, qu'on se dise nous avons fait des progrès et que notre population vit mieux. Président Noël Tchani, moi Djanvita, comme on vous appelle, vous êtes patriote congolais. Aujourd'hui, la RDC a fêté 60 ans de l'indépendance. Vous voyez là où le niveau de vie, comme vous l'expliquez toujours. Entre-temps, le président de la République, lors de son discours, il a reconnu Kasavubu comme héros national. Un commentaire par rapport à cette reconnaissance que le chef de l'État a donné le premier président du Congo pour boucler notre émission. Moi, je voudrais saluer cette reconnaissance-là faite à l'égard du président Kasavubu. Pourquoi? Parce que en 1960, ou ceux qui ont vécu avant 1960, ils savent que les Congolais étaient traités comme des chiens, comme des chats. On les tuait, on les maltraitait, ils étaient sujets à une exploitation inhumaine de la part donc des colonisateurs belges. Et nous avons quelques compatriotes qui se sont sacrifiés pour arriver à mener la lutte contre les colonisateurs afin de libérer notre pays. Joseph Kasavubu, il y avait le Patrice Emery Lumumba, il y avait ce qu'on a appelé les martyrs de l'indépendance, des gens sur lesquels on a tiré en 1958 et qui sont morts pour que nous puissions devenir un pays indépendant, le Congo, que nous sommes aujourd'hui. Et je voudrais si on pouvait, qu'on puisse reconnaître tout ce monde-là, ce sont des héros, ce sont nos héros. Donc, l'un d'entre eux, c'est Joseph Kasavubu. On lui a donné la reconnaissance en tant que héros national. Je salue cela. Et je voudrais d'ailleurs qu'on puisse faire un monument qu'on appellerait les martyrs de l'indépendance. Nous aurons tout plein de héros parce que chaque année, on déclare donc des héros. Il faudrait peut-être qu'on ait un monument, un musée de nos héros de l'indépendance, de ceux qui se sont sacrifiés en 58, en 59, jusqu'en 1960 ou même après 1960, qui ont fait des grandes contributions donc, pour que le Congo devienne un pays souverain, indépendant. La seule chose que je souhaiterais qu'on puisse changer, c'est l'appellation même de l'ordre de mérite. L'ordre de mérite que nous avons, on l'appelle l'ordre de mérite Kabila Lumumba. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment voulez-vous qu'on puisse prendre l'ordre de mérite Kabila Lumumba et donner ça à Étienne Tshisekedi qui était en conflit continuellement avec Kabila? Comment voulez-vous qu'on puisse prendre en 2020 l'ordre de mérite établi au nom de Kabila Lumumba pour donner à Joseph Kasavubu qui a mené la bataille bien avant les deux là? Moi, je souhaiterais qu'on appelle ça l'ordre de mérite national de la République démocratique du Congo. On va dépersonnaliser les choses. On ne va pas lier cet ordre-là à un individu. Ce sera l'ordre de mérite national de la République démocratique du Congo. Et maintenant, on peut reconnaître tous nos héros nationaux et leur donner ces titres-là, ceux qui ont fait cela avant 60, en 60 ou après 60 ou jusqu'à aujourd'hui. Je veux que les choses soient impersonnelles. L'ordre de mérite Kabila Lumumba, ça donne une affaire parce que Kabila, fils, était au pouvoir, il a pris le nom de son père, il l'a donné à l'ordre de mérite. Sortons de ce cas de conflit d'intérêts-là pour qu'on soit purement et simplement congolais et qu'on reconnaisse tout le monde en fonction de leur contribution ou de sa contribution aux efforts de développement donc, de notre pays. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que la République démocratique du Congo célèbre 60 ans d'indépendance. Je voudrais souhaiter à tous nos compatriotes une joyeuse fête de l'indépendance. Tout ce mois ici, c'est ça que nous allons faire.
L'indépendance du Congo a été chèrement acquise au prix du sacrifice, du sang de beaucoup de nos compatriotes. C'est quelque chose que nous devons célébrer avec fierté. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais on célèbre quoi? Parce que nous n'avons pas réalisé les grandes choses. Les gens sont à la maison. Une chose, entre la liberté et l'esclavagisme, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas, le choix est très clair. Ceux qui se sont battus pour que nous soyons un pays souverain, je voudrais respecter donc cette mémoire-là. Si nous avons mal géré le Congo et que nous n'avons pas réalisé tout ce que nous avions planifié de réaliser, c'est de notre faute. Reconnaissons cela, changeons de stratégie, mettons-nous ensemble, ayons une vision commune du développement du pays, mettons-nous au travail pour que dans les 15 prochaines années, quand on va faire le bilan, on pourra dire, ah, ils se sont réveillés et finalement, ils ont réalisé ce qu'ils n'avaient pas pu réaliser pendant les 60 premières années. Donc, encore une fois de plus, à tous les compatriotes, à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, joyeuse fête de l'indépendance 2020. Je souhaite que nous nous mettions ensemble et qu'on adopte même ce plan Marshall comme étant notre vision du développement du Congo, ce plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Si vous voulez vous joindre à nous pour que nous puissions travailler ensemble, je vous invite à contacter les 2 numéros de téléphone suivants. C'est les numéros de la force du changement, le regroupement politique que je préside, le plus 243 81 50 99 337 ou aussi plus 243 85 210 22 22. Vous appelez et vous dites, ou bien vous pouvez envoyer juste un message WhatsApp avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone en indiquant l'endroit, la ville ou l'endroit ou la commune où vous résidez. Et nous allons vous mettre sur la liste des membres actifs de la force du changement. Je vous remercie. Nos téléspectateurs de Vision Plus Télévision, au début de l'émission, moi, je suis le poto, mais na lingi tout tozana Kinshasa, tozana Congo, pour alors la caméra biso ile kumona Chilumba. De l'autre côté, baka na ba milogo, ils ont plus beaucoup, pas mingi na ba média na biso. Noël Tchani ma janvier tolingo au taku logo kawa na chi proverbe na chi tout campanda muchiluba waba téléspectateur bon c'est ha mbela ditunga baku manyi Noël Tchani yo ko mo français yo ko mo anglais mo longa mo français mo anglais. Là, il faut déjà, je voudrais faire une mise au point. Les Congolais ne doivent pas perdre trop de temps sur est-ce que quelqu'un parle français ou pas. Jusqu'à preuve du contraire, la langue officielle de la République démocratique du Congo, c'est le français. Moi, je pense que nous devons apprendre le français. Maintenant, ça ne me dérange pas de parler dans les langues locales. Pour la bande de Konyoso, comprendre le français, il faut boyer que Kombonangai, Nazali, docteur Noël Tchani, moi j'invite Naza Ndekonabino. Naza Ndekonabino, kasi Nabotabara Kasai, Nanganajika, Nakendaki na école primaire et secondaire Kuna. L'air na silisaki classe na yaki na Kinshasa nazwaki tab mingite po na apprendre lingala na kendaki ko tanga na Poto na Belgique na France na États-Unis pendant 40 ans. Lorsque je reviens ici moya ko balingala ezate mais nazo comprendre le konyonso ce qui motoyebi français té naza capable ya ko communiquer na ye très bien lero na kendaki na balabala na mwana ba maman oyo batanga qui vendent maman bateke barachi na sur la kanabango na lingala soki nazanga moko et nazana temps ya ko réfléchir ko communiquer na bango naza capable ya communiquer na batu nyonso. Mais il se fait que quand j'ai fait des interviews à la télévision tolobaka makambo eza très sérieuse. Makamboyo, par exemple, qui demande des connaissances techniques, des questions de dépréciation monétaire, des questions de taux de croissance du PIB, des choses de ce genre-là, nous sommes capables d'expliquer en gros dans l'ingalate. C'est pour ça que je parle toujours donc le français. Donc il faut comprendre que nous avons yumate, nous avons moto intelligent, nous avons bakambo, nous avons excepté qu'il faut parler na monoko et nous avons maîtrisé. Na bana betu bonso neno binako kasai bayikila muchiluba même ndi mwaneno ndine janyi Noël Tchani mwa janvita même vumukolle kunganda njika vumukalonga ku kalasa ku collège Saint-Georges kunganda njika kalasa kana nyubamanya
mais dibe di nga jigi jikala sekonto nga kwete diplôme d'état nga iku Kinshasa nchivu mutrene ku Kinshasa to mvonyo mukalonga ku matunga bamputu ku Belgique ku France ne ku États-Unis hanga jigi jikala sekonto ku ngenzi midi mukunto ku pendant 40 ans nga ki dipindie bwani ndi présenter ku élection présidentielle nchivu mu gagner to. Depuis ce temps-là, on dit soutenir le président Ouettou Félix Antoine Tshisekedi, à qui je souhaite bonne chance. Mais maintenant, je voudrais que vous puissiez prendre connaissance ou à plan Marshall ou division à développement où nous préparer beaucoup développer la République démocratique du Congo. Nous avons plan à nous comprendre position chaque fois que je vois que le gouvernement ou si je suis d'accord avec le gouvernement, handi kabichiya d'accord ni gouvernement to ningamba kabidi bwani nen bons nouveau bwani quelle est ma position sur chacun des sujets qui touchent à la République démocratique du Congo. Encore une fois, nous souhaitons de bonne fête à l'indépendance à la République démocratique du Congo après 60 ans. Oui, bien sûr, vous avez branché, connecté à la télévision. Moi, je docteur Noël Tchanimwa Djanvita a expliqué biso makamboye azana posa ya la République démocratique du Congo. Boyoki ndenge a expliqué biso makamboya développement ndenge mboka éco avancé. Tokozo mosolo à l'état tepo to osalela nango makambo oyo éco avancé mboka te a expliqué makambo belé na yebi ke ngai na bino tokutani balasima. Merci.